Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles et bienvenue pour un nouveau Comment va la boxe. Alors pour tous les nouveaux qui nous ont rejoints depuis le dernier CVLB, vous n'êtes pas au courant de ce que c'est, donc c'est une rubrique où on revient sur l'actualité récente de la boxe. J'essaie de la faire entre une semaine et un mois maximum, voilà, pour que ça reste assez frais. Et là, il y a des choses, là. Ouh là là, dans cet épisode-là, il y a beaucoup de choses. Déjà, on commence avec une petite info. Vous voyez, ça, c'est le magazine Dans le Ring. Et je suis interviewé dedans. Pour une fois que c'est moi qui ai le rôle de l'interviewé et pas de l'interviewant, de l'intervieweur. Alors, c'est pas moi en une, hein. Non, c'est Oumiya. C'est un petit gars un peu connu, qui a eu une médaille olympique, voilà. Bon... Je comprends qu'il l'ait mis en une, même si je pense que... Bon les gars, on attaque tout de suite avec les filles. Les filles, donc déjà on a Estelle Yoka Moselli qui a fait un retour gagnant en affrontant Aurélie Froment. Très beau combat des deux boxeuses qui nous ont fait un beau spectacle. C'était en sous-carte de Yoka Duopa, c'était à Nanterre. Elle a gagné au point. On passe à deux têtes d'affiche féminines. D'abord Maïva Amadouche, donc championne IBF qui cherche à participer aux Jeux Olympiques. Donc bon, cette année c'était un petit peu mort, hein. Les JO ont été normalement repoussés à l'année prochaine. Et ça y est, les tournois de qualification olympique repartent. Je sais qu'il y en a un en Espagne, donc ça sera du 5 au 11 octobre à Valence en Espagne, donc elle va participer pour essayer de se qualifier aux Jeux Olympiques. Et la grosse info qui est tombée il y a de ça quelques jours maintenant, elle a signé avec Eddie Hearn, donc ça promet de très belles choses pour la suite de sa carrière. Et on aura plus d'informations sûrement dans le prochain CVLB. Deuxième info chez les filles, c'est LM Mekhaled qui a signé avec MTK. Là aussi, c'est un gros promoteur. Et vous savez quoi, je vais lui laisser la parole. Elle nous a fait un petit message pour Box Attitude. Bonjour tout le monde, voilà, je suis fière et heureuse de vous annoncer ma signature avec MTK Global. C'est l'une des plus grosses firmes mondiales de management. Après une telle signature, ma carrière va prendre un autre tournant. Et puis, avec ma nouvelle team, on sera prêt et je vous annoncerai très prochainement des nouvelles informations. Donc pour elle aussi, ça va lui permettre de donner un coup d'accélérateur à sa carrière de sportive, parce que c'est vrai, quand on rejoint des grosses écuries comme ça, ça donne plus d'opportunités pour avoir des chances pour un titre de championne du monde, par exemple, ou pour unifier les titres, etc. Unifier, je pense plutôt à Maïva qui aimerait beaucoup unifier sa ceinture. Voilà, on va passer maintenant aux actus chez les hommes. Et comme d'habitude, je commence par la plus petite catégorie et on va jusqu'au plus lourd. On commence chez les coqs, donc la catégorie de Oubaali et de Inoue. On a eu le Philippin Casimero qui a défendu sa ceinture WBO. Ah oui, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. J'ai su de la part de la manageuse de Maïva que tous les champions et dans toutes les fédérations, ils sont un peu dans une période, avec le Covid, où les fédés leur accorde des défenses de titres qui sont pas forcément des challengers obligatoires. C'est pour ça que la plupart des champions vont se remettre doucement dans le bain. Ok, vous comprenez un petit peu le principe. C'est compréhensible. Donc voilà, donc lui il affrontait Duck Mika et il a gagné par KO au 3e round, un KO assez impressionnant, assez expéditif. Il a vraiment dominé son adversaire. Après, je ne l'ai pas trouvé si impressionnant que ça dans sa gestion du ring, sa gestion de sa boxe, sa technique. Et je pense quand même que Inoue ou même Oubaali sont un petit peu au-dessus, mais ça tape, il fait mal, il est très agressif. Il a vraiment un style comme ça qui peut gêner n'importe quel boxeur. Même Inoue, même Oubaali, parce que comme je vous dis, agressif, très impressionnant, et ça compte sur un ring. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de sa performance à lui. On passe maintenant au poids super coq. On a Louis Néry, qui était un ancien super champion chez les coqs, qui est monté maintenant de catégorie, et lui, il a gagné au point contre Aaron Alameda. Et c'était pour la ceinture WBC World. Ce combat a eu lieu à Uncasville, dans le Connecticut. Et c'était pareil pour le combat précédent, au même endroit. Dans la même catégorie, toujours au même endroit, dans le Connecticut, on a eu un championnat du monde WBA World entre Brandon Figueroa, qui a gagné avant la limite dans la 10e reprise, face à Damian Vasquez. On passe au poids plume maintenant. On a eu Gonzalez qui a gagné au point contre Miguel Mariaga.
c'était à Las Vegas, dans le Nevada. On passe aux super plumes. Samir Ziani, donc champion d'Europe, donc qui a le titre EBU, a défendu sa ceinture au Royaume-Uni, à Yorkshire. Et il a affronté Alex Dilmagani. Il a remporté le combat par KO dans la dernière reprise. Et c'est un combat qui a été très dur, et notamment parce que son adversaire lui a mis de sévères coups de coude qui n'ont jamais été sanctionnés par l'arbitre. Voilà, encore un petit peu arbitrage maison, mais c'était quand même assez impressionnant, et il a forcé la victoire en allant l'arracher dans les dernières secondes du combat. Dans la même catégorie, nous avons Jamel Herring qui a gagné par disqualification à la 8e reprise face à Jonathan Oquendo. Jonathan Oquendo est très surpris de la décision que lui annonce l'arbitre. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un choc de tête dans la 5e reprise que je trouve involontaire, et finalement la blessure s'étant aggravée au fil des rounds, eh bien ils ont décidé donc de faire intervenir le médecin de la soirée. Donc c'est le médecin qui décide ensuite si la blessure est trop grave ou non pour continuer, et suite à ça, l'arbitre a pris cette décision de disqualifier le boxeur qui avait mis le choc de tête. Donc c'est comme ça qu'il a gagné ce combat. Est-ce que ça peut amener à une revanche? Vu les conditions, c'est possible, mais j'en sais rien du tout. Et c'était à Las Vegas, dans le Nevada. Chez les légers, on a eu un Français, c'est Yohan Boyo, qui est... Alors oui, j'ai noté ça parce que c'est important. On est chez les légers. Yohan Boyo, normalement, il combat chez les mouches. Et il affronte Djordjevic, qui lui, normalement, combat en welter. Donc en fait, ils se sont retrouvés dans un point intermédiaire, les deux. Et finalement, Boyo, il a gagné ce combat-là au point. Donc bravo à lui, surtout que le combat, c'était en Serbie, à Obrenovac. Donc ce genre de combat, c'est pas gagner d'avance, tu vois, et en général, il faut aller la chercher, la victoire. Donc bravo à lui d'être allé remporter ce combat-là, surtout qu'il est monté de plusieurs catégories, parce qu'il n'est pas du tout dans sa catégorie naturelle. Je vous rappelle que Boyo, il avait affronté un Inoue à l'époque, donc ça vous laisse imaginer l'écart de poids énorme. C'était dans les premières catégories où Inoue était champion du monde. Voilà, et c'était au Japon. Ensuite, on passe au super léger maintenant. On a eu une unification de titres WBC-WBO. C'était Ramirez qui défendait ses titres contre Postol. Et il a gagné au point ce combat-là. Et c'était à Las Vegas, Nevada. Akhmedov, dans la même catégorie, a gagné par KO dès le premier round face à Perez. C'était à Los Angeles, Californie. Et enfin, le champion du monde WBA Super World et IBF unifié, Josh Taylor, défendait ses ceintures et il a gagné dès le premier round contre Kong Song. Et c'était à London. Pourquoi je fais cette voix bizarre? Allez, on enchaîne les gars. Vous croyez qu'on a le temps là? Eh oui, mais c'est pas fini, on n'a pas le temps. Ce n'est pas fini, restez éveillés. On passe à la catégorie des poids Walter. Nous avons eu Yordenis Ugas qui a gagné au point face à Abel Ramos et c'était à Los Angeles. Ensuite, Jaron Ennis a signé un énorme KO dans la 6e reprise face à Juan Carlos Abreu et c'était à Los Angeles. J'avais mis gros KO parce que je crois que je voulais rajouter quelque chose, mais j'ai oublié. J'avais mis dans mes notes gros pour me rappeler. Il y a eu tellement d'infos à traiter que je sais plus. Bon, c'est pas grave, passons. De toute façon, je vous mettrai les images. Attends, c'était quoi le KO? Qu'est-ce qui se passait? Je crois que c'est là où il se chauffe entre les rounds. C'est pas grave. Eko Essuman qui a gagné au point face à Cédric Penaud. Cédric Penaud, un boxeur qui est très apprécié de la chaîne du Captain Crochet. Et souvent, il a fait des interventions là-bas qui sont très pertinentes. C'était un combat qui avait lieu à London. Donc malheureusement pour lui, il a perdu ce combat-là au point. Tous les combats que je cite, je crois qu'ils sont disponibles sur YouTube complètement. Donc allez les voir et allez soutenir nos boxeurs français, notamment en vous abonnant à leur compte Instagram. Ensuite, on a Cavalioskas. Vous souvenez-vous, c'est le boxeur qui avait tenu tête à Crawford, qui avait fait un très beau combat contre Crawford avant que celui-ci ne change de stratégie et finisse par remporter ce combat-là par la force.
Et donc il a fait son combat retour et il a gagné par KO à la 8e reprise contre Michael Zeski. C'était à Las Vegas dans le Nevada. Passons au Super Walter maintenant avec le combat qui avait fait polémique dans le dernier Comment va la boxe. Suite à cette annonce-là, j'avais fait une vidéo, même suite au combat, j'avais fait une vidéo pour soutenir Michel Soro. Donc ce combat-là, c'est celui de Lara qui prenait Vendetti pour défendre son titre WBA World. Bon, vu les conditions du Covid, on peut entendre que voilà, bon, moi j'étais pas content de ma vidéo, mais bon, il a fini par gagner ce combat-là au point. Assez laborieusement, et c'était à Las Vegas. Non, pardon, c'était à Los Angeles, en Californie. Erickson Lubin gagne lui au point face à Terrell Gaucha. C'était à Uncasville dans le Connecticut. N'importe quoi, en plus c'est le Kentucky. C'est même pas le Connecticut, c'est le Kentucky. Tu vois, je fais le con et je dis de la merde. Mais tout le monde s'en fout dans quelle ville, dans quel état c'est. Non, on s'en fout pas. À votre avis, Trump il va être réélu ou pas? Vas-y, mais faut rester concentré là. Ensuite, combat d'unification avec 3 titres en jeu, WBC, WBA et IBF entre Jermell Charlo et Jason Rosario. C'est un combat dont j'attendais beaucoup. C'est un combat qui a tenu ses promesses et finalement, Jermell Charlo a remporté ce combat-là par un KO dans la 8e reprise, un KO très impressionnant. Il avait déjà durement touché son adversaire. Dès le début du combat, il est compté alors que bon, c'est plus les pieds qui se prennent un peu dans le tapis. En fait, il est un peu en déséquilibre au moment où il prend son pied d'appui arrière. Il glisse un peu derrière le ring et il est envoyé au tapis. Bon, c'est vrai que c'est une série de coups qui l'envoie au tapis, mais bon, bref, il aurait pu ne pas être compté et seulement relevé à ce moment-là. Bon, c'est très difficile pour l'arbitre de voir tout ça, il peut pas voir les pieds et tout. Franchement, il faut être un petit peu plus indulgent aussi avec les arbitres. En tout cas, au 8e round, si je me souviens bien, c'est le 8e round, il lui envoie tout simplement 2 directs du gauche, un au visage et l'autre au niveau du plexus et plus du ventre, je dirais plus quand même du ventre. Et l'impact du coup coupe le souffle complètement à Rosario et il s'en relèvera pas. Il s'en relèvera pas, impossible. Tu sens qu'il est conscient, mais il a complètement le souffle coupé et il n'arrive pas à se remettre. Beaucoup de personnes ont réagi en disant qu'ils pensaient qu'il allait vomir sur le ring. Et c'est un coup qui est très impressionnant. En fait, non, c'est un coup qui est pas impressionnant, c'est l'impact qui a été impressionnant. Et moi, je pense, je vais vous donner un petit peu, je vais décortiquer un peu ce coup-là parce que j'ai pas fait de réaction de la soirée des Charlots. Les gars, j'ai taffé dur là le week-end dernier, hein, donc je pouvais pas non plus tout faire. Si vous voulez de la qualité, parfois il faut aussi attendre un peu. Mais je ferai une vidéo spécialement sur les Charlots parce que là pour moi, il passe un cap très très important. Bref, et ce coup-là, pour vous le décortiquer un petit peu, c'est le direct qui est envoyé au visage, permet en fait de préparer le coup que tu vas mettre ensuite. Même si là, ça aurait pu être une série de 3-4 coups derrière. Et en fait, comme tu prends le coup au visage, tu te concentres sur ce coup-là. C'est un réflexe en fait. Hein. Il faut être toujours vigilant, mais c'est un réflexe. Tu relâches un petit peu le bas du corps. C'est pour ça que souvent les boxeurs qui ont les combinaisons les plus efficaces sont ceux qui varient corps-face. Et ça surprend. Et là, je pense que ayant relâché sa barrière abdominale, le coup qu'il prend bien au centre, en fait, il a percé, et si les abdos n'étaient pas vraiment contractés à ce moment-là, il faut avoir les abdos contractés le plus longtemps possible dans un combat, le plus souvent possible, si on peut tout le temps, mais il suffisait qu'à ce moment-là, il est relâché, et le coup a été fatal, parce que même si c'est pas un coup qui est des plus puissants, qui est le direct du bras avant, là on parle de quand même des frères Charlot, qui sont impeccables et qui ont du punch. Et c'est un coup qui est bien donné, au bon moment, bon timing, on va chercher un haut, on redescend fort en bas. Et c'est vrai qu'il aurait été encore plus efficace, si jamais il avait eu les abdos gainés à ce moment-là, de remonter, par exemple, avec un direct du droit qui aurait été vraiment terrible. Et je pense qu'il l'aurait mis KO sur un enchaînement comme ça, parce que ça l'a vraiment perturbé, mais là ça a été suffisant. Vous voyez, en haut, on perturbe et bam, on vient taper fort en bas. C'est cet enchaînement qui a permis que Rosario ne s'en soit pas remis. Voilà, c'est aussi ça la boxe. C'est des choses que tu répètes pendant des heures à l'entraînement, et puis le jour du combat, ça fait mouche. Voilà. Passons au poids moyen. Ah oui, et c'était aussi dans le Kentucky. Dans le Connecticut. Pourquoi je dis Kentucky, moi? Le Connecticut. C'était une très très grosse soirée boxe, les gars. On passe au poids moyen. On a Mark Efron qui affrontait Denzel Bentley, et tous les deux ont fini par faire un match nul. C'était à London.
à Londres, hein. Faites pas les idiots, vous savez très bien de quoi je parle. On a eu Farhad Saad qui a gagné au point face à Diego Nacho, c'était un combat qui était attendu. Farhad gagne une nette victoire au point, mais c'est un combat qui a été intense. C'était aussi à Nanterre, à la Défense Arena, également en sous-carte de Yoka Diopa. Et je passe à Jermall Charlo, donc je reviens à la soirée dans le Connecticut, c'est ça, hein? Oui, j'arrive pas. Et lui affrontait Derevianchenko pour défendre sa ceinture WBC des poids moyens. Et c'était un combat, encore une fois, que j'attendais. Ma femme m'appelle. Bon, revenons à nos moutons, je ne sais plus où j'étais. Oui, le combat contre Derevianchenko qui était pour moi très attendu. Allez voir la carrière de Derevianchenko. C'était un test important à passer pour Jermall Charlo et qu'il a brillamment réussi. Ils nous ont donné un très beau combat, un combat technique, un combat dur. C'est des coups envoyés de deux côtés qui marquent. Et Charlo a été impeccable dans ce combat-là. Non, très très impressionnant. Boxer à l'intérieur, une belle maîtrise. Vous voyez, les uppercuts ont été très efficaces. D'ailleurs, je pense que c'est la photo de l'uppercut que je vais vous mettre en miniature parce qu'elle est très impressionnante. Non, impeccable, impeccable. Et donc, c'est un beau combat. Voilà, c'est tout. Tout ce que j'ai à dire sur ce combat-là. Et maintenant, qui pour Charlo, hein? Je vous pose la question, je vous le demande. Ensuite, on va passer au super moyen. J'ai noté la victoire de Fedor Chudinov. Vous savez, c'était le dernier adversaire de Hassan N'Dam, avant que celui-ci ne parte en MMA. En fait, je ne sais même pas s'il va combattre en MMA ou pas, finalement. Mais Fedor Chudinov a battu par une victoire sur arrêt de l'arbitre, je crois dans le dernier round, Oumar Sadik. Et c'était à Khimki, en Russie. Oui, Khimki, c'est ça. On passe au mi-lourd, retour de Anthony Yarde, qui a battu sur arrêt de l'arbitre aussi dans la 6e reprise, mais c'était quand même une domination assez impressionnante donc sur Dek Spillman, et c'était à London ce combat-là. Chez les mi-lourds également, on a eu Marco Nikolic, qui a battu Patrick Bois, boxeur français, donc c'était dans la même soirée que Johan Boyo. Chez les lourds légers, nous avons eu la finale du tournoi Mohamed Ali entre Briedis et Dorticos. C'est finalement Briedis qui a remporté ce combat-là au point. Faudrait que je le revoie parce que je vous avouerai qu'à la première vision du combat, j'avais un petit avantage à Dorticos. J'ai préféré sa boxe, sa maîtrise du ring. Je trouvais que c'était lui qui donnait le tempo du combat, même si sur les attaques, Briedis était beaucoup plus pertinent, beaucoup plus efficace. D'ailleurs, lui se permettait de faire plus de changements de rythme, d'accélération, et quand il faisait des accélérations, il prenait quasiment à chaque fois le dessus sur Dorticos, mais sur l'ensemble du combat, je sais pas, j'avais quand même Dorticos devant. D'ailleurs à la fin il croit franchement en sa victoire, après peut-être qu'il joue le bluff, mais voilà, je vais le re-regarder quand même, parce que je vois que ça n'a pas fait de retour scandaleux. Enfin, j'ai pas eu l'impression qu'on hurlait au vol. Je n'ai pas reçu de messages. En général, souvent, je reçois des messages d'abonnés qui me disent « Oh là là, ça a été un vol, ce combat-là ». Donc, peut-être que c'était juste comme ça, à première vision du combat, une mauvaise impression. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, en tout cas, si vous avez pu voir ce combat. Je vous rappelle qu'ils sont normalement quasiment tous disponibles sur YouTube. Sinon, allez voir sur Dailymotion. En général, vous pouvez les choper. Allez, j'accélère parce que ça commence à faire long. Et donc c'était aussi une défense de titre IBF pour Briedis. Arsène, hein, peut-être une ceinture à aller chercher. Ça peut donner un beau combat. Passons au lourd. Au lourd, on a eu 3 noms qui ont fait du bruit là depuis mon dernier CVLB. Daniel Dubois qui a remporté une victoire expéditive dès le 2e round. Disons que c'était un peu une mise en bouche avec Joe Joyce qui lui aussi avait gagné de manière expéditive son combat pour leur combat qui devrait arriver le mois prochain, il me semble. Ou peut-être à la fin du mois, il faudrait que j'aille vérifier. Ça risque d'être très très chaud ce combat-là. Sauf si Covid nous bloque, ça on ne sait pas. Efe Ajagba affrontait Jonathan Rice et il a fini par remporter ce combat-là au point, au terme de 10 reprises il me semble. Et c'était à Las Vegas. Dubois c'était à London, évidemment. Et enfin, Tony Oka qui a gagné par KO dès le premier round face à Duopa. J'allais dire Dubois, j'aimerais bien, mais non. Face à Duopa, c'était à Nanterre. Je vous ai fait une série de vlogs sur l'événement qui ont très très bien marché, donc je sais que vous êtes au courant et que vous avez vu tout ça. Voilà.
Maintenant, on va passer aux informations en bref. Et oui, parce que ce n'est pas fini, les gars. Ce n'est pas fini, restez éveillés. Dans les informations en bref, j'aimerais vous parler de la mort du Français Jean-Baptiste Mendy, qui est décédé à l'âge de 57 ans. Le jour de sa mort, ça a fait beaucoup de bruit, voilà, sur les réseaux, en tout cas francophones, hein, bien sûr. Et du coup, beaucoup de personnes lui ont rendu hommage. Donc c'est très très bien. Moi j'ai fait des posts et je pense que je vais prendre le temps de faire une vidéo plus complète sur sa carrière pour lui rendre hommage. J'espère avant la fin de l'année, si j'y arrive. Vous savez que la priorité quand même sur ma chaîne, c'est l'actualité de la boxe. Et si je dois traiter d'une information comme celle-là, il faut que je fasse une vidéo propre. Voilà, qu'on ait des images, que ça soit alimenté, que j'ai fait des recherches. Donc ça demande un petit peu de temps, mais j'essaie de la faire avant la fin de l'année. Comme il est mort cette année, ça serait bien de faire la vidéo dans l'année de son décès, c'est important quand même. Voilà. Ensuite, Anthony Joshua, hein, notre champion unifié des poids lourds, devrait revenir donc le 12 décembre à Londres, à London, contre Kourbat-Pulev. Enfin, on va voir ce combat-là. N'hésitez pas à me dire un peu ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un combat qui vous intéresse, qui vous attire? Et là, pareil, est-ce que le coronavirus va pas risquer encore de faire merder ce combat-là? Voilà, c'est possible, c'est possible. En tout cas, j'aimerais bien y aller. Franchement, si je peux aller voir ça. Parce que normalement, ça devrait être dans l'U2 Arena, qui devrait accueillir 70 000 personnes. Donc, tous mes abonnés, vous pouvez y aller. On peut y aller, on réserve la salle, on fait une rencontre abonnée. Les 70 000 personnes qui sont abonnées à Boxatitude, on y va tous. Ça pourrait être génial. Voilà. Ensuite, là, ça c'est le truc marrant. C'est Canelo. Donc là, j'ai l'article sous les yeux, hein, qui attaque donc son promoteur Golden Boy Promotion. Donc c'est l'association de Oscar de la Hoya qui s'appelait le Golden Boy à l'époque de sa carrière de boxeur, et Bernard Hopkins qui était lui l'alien, je crois que c'était ça son surnom. Et donc voilà, ça chauffe entre eux, ça chauffe très très fort. Je pense que le coronavirus là a un petit peu bloqué toute... les pourparlers entre boxeurs, les négociations, ça a dû mettre beaucoup, comment dire, de freins à des négociations de combats qui auraient pu être hyper lucratifs. Et je pense que c'est pour ça que ça chauffe très sévèrement. Et donc, Canelo, il attaque de la Hoya et il souhaite obtenir 280 millions. Donc voilà, pour des dommages et intérêts. Ah, c'est chaud, hein. Donc on va voir... On va voir jusqu'où ça va aller cette histoire. Je vous mettrai le lien en description des articles. Ah oui, pas de combat pour Arthur Beterbiev. Donc vous voyez, là on aurait dû avoir la défense de titre d'Arthur Beterbiev, qui, je vous rappelle, a 2 titres chez les mi-lourds, le titre WBC et le titre IBF. Il devait combattre Fan Long Meng, et finalement, alors il va se passer autre chose. Il va affronter Adam Dennis, et ça sera le 11 décembre à Moscou. Voilà. C'est les infos qu'on a. Après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? J'en sais rien. Est-ce que je dois vous parler de Conor McGregor et de Manny Pacquiao qui devraient s'affronter? Je sais pas. Est-ce que c'est bien utile d'en parler? Je vous le demande, les gars. Bon, sur ce, je crois qu'on a fait une vidéo suffisamment longue, mais bon, il s'est passé beaucoup de choses. La boxe revient très très fort, hein, donc là ça s'accélère de tous les côtés. On va avoir encore des gros événements boxe pour cette fin d'année, donc on en parlera très prochainement. Je vous dis à bientôt. Je pense que la prochaine vidéo sera une petite interview qui va sortir, vous allez voir, ou alors une vidéo consacrée à une boxeuse. J'aimerais mettre en lumière une boxeuse qui a un parcours assez intéressant, donc voilà. Si ça vous a plu, comme d'hab, on like, on partage, on s'abonne. On n'hésite pas à nous suivre sur Facebook et Instagram pour être tenu au courant des nouvelles vidéos à venir. Et bien sur ce, je vous dis à la prochaine. Fighting! Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.